La jeunesse heureuse est une invention des vieillards, comme disait Paul Guimard. Et ce soir, Bissau Africa reçoit pour vous un jeune philanthrope attaché aux bonnes valeurs à la personne de Kassia Gériel. Chers tous, je suis Vanessa Yanga, la présentatrice. Bonsoir et bienvenue à vous. Pour ceux qui ne savent pas, Bissau Africa est un magazine qui promeut les valeurs de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique francophone en général. Je cite les Sénégal, les Mali, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Par là, je vous invite tous à visiter nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, Monsieur Kassia Gériel, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien et Dieu me protège. C'est un honneur pour nous de vous recevoir chez Bissau Africa. Bienvenue à vous. Merci beaucoup madame, l'honneur est à moi aussi. Merci. L'actualité est dominée par la publication des résultats législatifs nationaux. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Je pense bien que c'est une situation heureuse, relativement heureuse, étant donné que nous avons une expérience démocratique pas très satisfaisante. Nous avons connu des épisodes assez moroses. Et voir aujourd'hui pour un 4e cycle électoral déboucher sur des résultats qui mettent pratiquement tous les Congolais d'accord, pour moi c'est une satisfaction. Et je pense aussi que les choix ou l'expression populaire a rencontré également les prescrits constitutionnels de la République démocratique du Congo. Donc à mon avis, je suis très largement satisfait. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui sont contents, qui sont d'accord avec M. Kadima, partant de 82 invalidés, des élus invalidés. On dit toujours que la loi est dure, mais c'est la loi. Et si nous voulons évoluer, créer, construire une nation sur des valeurs, une nation sur des bases solides, nous devrions nous détacher de la tricherie, nous devrions nous détacher de la magouille, de tout ce qui va à l'encontre des valeurs démocratiques ou sociologiques. Et donc, je pense bien que M. Denis Kadima a fait son travail. Je ne suis pas membre de la CENI, mais si la CENI a pris cette décision-là, bien qu'elle n'arrange pas tout le monde, c'est tout à fait normal. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc, pour moi, c'est une décision qui regarde ou concerne une institution d'appui à la démocratie et les institutions juridictionnelles également se sont prononcées quant à ça, et je pense que le débat est clos. Certains parlent d'un règlement de compte. Partagez-vous cet avis? Pas du tout, parce que je ne suis pas membre des partis politiques de ces acteurs-là, et encore que celui qui allègue les faits doit les démontrer. Donc, en droit, on dit que la preuve incombe à celui qui accuse. Et donc, si les compatriotes qui ont été invalidés pensent qu'il s'agit d'un règlement des comptes, ils n'ont qu'à les démontrer et les prouver, soit par voie des droits, soit par voie des faits. Merci, Monsieur Gériel. C'était juste une parenthèse concernant les élections. Vous êtes une personne attachée aux bonnes valeurs et vous êtes aussi écrivain. Parlez-nous un peu de vos livres. Actuellement, officiellement, j'ai publié un essai en philosophie politique qui est sur les sites des éditions universitaires européennes, dont le titre est de l'incinération à la renaissance de la société congolaise, donc mon devoir. Et cette œuvre a été traduite dans plus ou moins 15 langues à travers le monde. Et c'est un petit ouvrage, mais qui essaie un peu de peindre la société congolaise de manière assez profonde. Avec ces travaux scientifiques, j'ai essayé d'entrer dans les abysses de la réflexion philosophique pour essayer de démontrer ce que nous avons été ou ce que nous sommes comme fatalité sociologique ou comme démonstration de la défaite, et également donner les outils, les pistes de solutions pour trouver des voies de sortie afin de rencontrer notre vœu, celui de la renaissance africaine en général, mais particulièrement la renaissance congolaise. Donc à travers ces livres, j'invite tous les Congolais, les compatriotes, d'y aller sur les sites des universités européennes et ils vont trouver quelque chose d'assez intéressant. Apparemment, la jeunesse actuelle n'aime pas la lecture. Est-ce que vous êtes consommé? Je pense bien que ce n'est pas inné, c'est un acquis, c'est un faisceau de comportements que nous avons hérité de ceux qui nous ont précédés.
On ne peut pas diaboliser la jeunesse congolaise, dire qu'elle n'aime pas la lecture ou elle n'aime pas la recherche. Est-ce qu'il y a des outils disponibles ou disposés à cette jeunesse? Est-ce que notre système d'éducation nationale est adapté aux enjeux du monde actuel? Est-ce que nous préparons la citoyenneté congolaise à la guerre? Je ne parle pas seulement de la guerre militaire, mais de la guerre intellectuelle, de la guerre de l'intelligence, de la guerre économique. Est-ce que nous avons des politiques publiques qui préparent les jeunes Congolais dans ces genres de climats, d'environnement? Et donc dire que les jeunes n'aiment pas lire ou sont hostiles à la lecture, c'est vraiment très forfaitaire et très arbitraire. Je ne défends pas les jeunes, mais je suis jeune également. Et moi, je ne fais pas partie de ces jeunes-là qui sont hostiles à la lecture. Encore que je suis croyant, il faudrait aimer la lecture, aimer la recherche, parce que Dieu est un amoureux du savoir. Merci, Monsieur Kassia Gériel, parce que nous insistons sur la jeunesse. J'aimerais qu'on parle aussi, qu'on recule un peu, toujours dans les élections. Vous êtes jeune, vous êtes dans la politique. Comment avez-vous analysé l'implication massive de la jeunesse dans la sphère politique? Je pense que c'est, excusez-moi, j'ai seré un peu très dur envers mes congénères. Je pense bien que cette situation a provoqué un mouvement migratoire du domicile à la sphère politique. Ça a été un jeu de troupeau. Beaucoup n'ont pas réfléchi face en ce qui concerne les enjeux politiques. Beaucoup n'ont pas analysé des fonds en comble l'univers politique. Beaucoup ne se sont pas préparés. Quant à ça, la preuve, la publication des résultats provisoires des législatives nationales nous a prouvé que les jeunes n'ont pas eu une place de choix. Il y a de plus en plus l'absence des jeunes dans les instances de prise de décision, non pas parce que les jeunes ne sont pas compétents, mais parce que les jeunes n'arrivent pas à individualiser les enjeux politiques en termes de préparation, mais également d'anticipation. Et donc, l'appel à la jeunesse à candidater aux élections générales de 2023 était louable, mais il fallait aussi penser à comment les jeunes doivent arriver à ce niveau-là, parce que la politique n'est pas un sacerdoce réservé ou destiné aux personnes qui ne sont pas très outillées. Il faut avoir des outils scientifiques, spirituels, mais également matériels. Ce n'est pas une affaire de business où on cherche comment se procurer des véhicules et se taper des belles femmes. Sinon, ce serait du showbiz. Et ça, je ne suis pas très d'accord avec ça. Et dans tout ça, qui condamnez-vous? Je ne condamne personnellement personne. Et vous savez que la jeunesse est une source de possibilités, d'inventivité. Comme le disait le professeur Kamana, d'heureuse mémoire, qui est le duc de la pensée congolaise. Selon la pensée du professeur Kamana, la RDC doit compter, devrait compter sur sa jeunesse. Et la jeunesse est le levier du développement congolais, mais également du développement africain. Et quand on voit que la jeunesse n'est pas assez outillée, la jeunesse n'est pas assez préparée, et on se pose la question de quelle manière cette jeunesse pourra s'en sortir dans la sphère politique. Pourtant, l'appel à la connaissance, à la recherche, ne date pas d'aujourd'hui. Le professeur Cheikh Anta Diop nous a fait un appel vibrant pour nous dire que nous devrions nous armer des sciences jusqu'aux dents. Les défis majeurs aujourd'hui à travers le monde, c'est la guerre de l'intelligence. Et faire la politique, pour moi, doit être réservé aux personnes qui ont un niveau intellectuel assez soutenu, mais également un niveau de moralité qu'on ne peut redouter. Partant de cela, nous comprenons que vous condamnez cette jeunesse qui s'est lancée aveuglément dans la politique. Selon vous, c'était quoi la motivation derrière ça? Les salaires, les 21 000 $ ou quoi d'autre? Bon, condamner, c'est un peu trop dur pour moi. Il y a une relativité dans la chose. Et on peut condamner des faits, mais on ne condamne pas les jeunes. Quand on est dans une société, on n'est pas responsable du territoire dans lequel on se retrouve, du pays dans lequel on se retrouve sur Terre. On ne les choisit pas. Nous naissons comme ça. Et quand les jeunes arrivent, ceux qui ont la responsabilité de gérer, puisqu'il est prévu dans notre Constitution que les pouvoirs publics doivent veiller à la protection de la jeunesse, mais également à sa promotion. Je ne peux pas dire que les jeunes sont mauvais.
Mais il est aussi important de fustiger justement la promotion de la facilité, de la légèreté que nous avons instaurée dans notre pays. Depuis quand la politique est devenue similaire au business? C'est écœurant aujourd'hui de voir que dans notre société, on parle de la politique comme les métiers les plus rentables. Ça choque et ça frise la pensée populaire. Et je pense que sur ces points-là, on a présenté un tableau à la jeunesse d'une politique des facilités qui donne de l'argent et même si vous ne travaillez pas, vous aurez quelque chose de plus rentable. Et ça, c'est la promotion de la facilité, de la légèreté, mais également de la médiocrité. Donc, la responsabilité est partagée. Comment pensez-vous remédier à ces problèmes? Moi, je ne suis qu'un penseur. Comme disait quand Épicure s'adressait à Ménécée, sa lettre à Ménécée, Épicure disait clairement à Ménécée qu'il est important que les jeunes se ressourcent auprès du vieux ou du vieillard pour savoir entrer dans la profondeur de la sagesse. Et il est également important, impératif pour les vieillards de se ressourcer auprès du jeune ou de la jeunesse pour savoir s'adapter ou savoir intégrer l'actualité. Et moi, en tant que jeune, je ne fais que proposer, je ne fais qu'écrire. Mais je n'ai pas reçu la responsabilité étatique pour pouvoir prendre des décisions d'autorité. Il est du devoir du pouvoir public, des pouvoirs publics en général, de veiller à ce que chaque enfant congolais soit sécurisé dès la famille à l'école jusqu'à devenir adulte, un vrai citoyen pour apporter sa contribution à l'édification de notre société. Et c'est la meilleure façon de remédier à ça, c'est les sacrifices de soi, les dons de soi pour le bien-être communautaire. Si la politique s'est faite pour apporter les solutions aux problèmes de la communauté, je pense que ça serait la solution la plus rapide et dans moins de 10 ans, nous ne parlerons plus de ces problèmes. Merci, Monsieur Kassia Gériel. Vous êtes jeune comme tous ces jeunes-là et vous êtes dans la politique. C'est quoi votre motivation? La motivation est simple. La mission, la responsabilité divine d'apporter son bien, son être au service de la communauté et montrer à suffisance que il est possible que la RDC sorte du ventre du désespoir. Et ça m'a fait penser à un auteur que j'affectionne aussi beaucoup, Maître Pépin Guillaume Angelot, qui parle dans son œuvre, dans les ventres du désespoir. Il dit quelque chose d'assez motivant. La dignité est un habit qui ne scintille que lorsque il a pour corps la probité. Aujourd'hui, la motivation que nous avons, c'est d'être irréprochable en termes de tout ce que nous connaissons comme méfaits sociaux, comme antivaleurs. Et je pense que je porte une veste de dignité et j'ai un corps de probité pour pouvoir me permettre d'oser prendre la charge de notre nation. Et parce que c'est une décision trop risquée, on ne la prend que lorsqu'on est sûr d'être un modèle, une référence. Et j'estime humblement que je le suis et je le serai. Faites-vous partie d'une structure politique? Et pour l'instant, je suis beaucoup plus membre des mouvements sociopolitiques. Et dernièrement, depuis un temps, nous menons une campagne citoyenne que nous avons dénommée « La patrie avant les partis ». C'est un credo, c'est un slogan, c'est un leitmotiv en même temps qui voudrait faire comprendre aux Congolais que les dangers du multipartisme aujourd'hui en RDC a fait assez que nous puissions mettre les pays dans une situation d'ébaillonnement. Les pays n'arrivent pas à décoller, notamment à cause du multipartisme à outrance. Comment nous pouvons compter plus de 1000 partis politiques aujourd'hui? Et pour quelle solution? Combien d'entrepreneurs? Combien de businessmen? Combien de tenants financiers en RDC? Pourquoi ne pas repenser, remodeler les modes de pensée en ce qui concerne l'organisation des partis politiques en RDC? Et donc, je pense que les problèmes sont aussi à ce niveau-là.
des problèmes ici à ce niveau-là. Et j'ai du mal justement à adhérer officiellement, à défendre une formation politique sans pour autant avoir des raisons fondamentales qui peuvent assurer également ma survie en tant que citoyen, mais également en tant que père, frère, ainsi que mari de quelqu'un dans l'avenir. Je ne voudrais pas être de l'autre côté de l'histoire. Nous serons tous jugés au tribunal de l'histoire et la sentence sera très forte. Il faudrait éviter d'être du mauvais côté. C'est un point très important que vous avez touché sur la pluralité de partis politiques. Pensez-vous que le gouvernement a échoué par rapport à ça? Ce n'est pas la faute du gouvernement. Nous sommes allés à Sun City, nous avons opté pour les multipartismes, pour le pluralisme politique. Mais justement, on se pose maintenant la question aujourd'hui, quand on parle de pluralisme, est-ce 2, 3, 4 partis politiques ou 1000 partis politiques? Il faudrait que les constitutionnalistes réfléchissent sur la question pour nous dire exactement si parler du multipartisme, il faudrait dire que nous devrions avoir 1000 partis politiques. Pour un pays qui n'a pas une économie assez forte, pour un pays avec une densité culturelle, une culture mosaïque avec plus de 400 langues vernaculaires. Et c'est un danger puisque les partis politiques ressemblent aux communautés culturelles. Les partis politiques ne rassemblent pas la nation. Les partis politiques en RDC ressemblent aux ethnies et aux tribus ou aux provinces. C'est un grand danger. Il faudrait que l'on puisse réfléchir avec les constitutionnalistes congolais. Et surtout que nous sommes pratiquement à 36 ans avant les centenaires de l'indépendance de notre pays. Et c'est le moment. Parce que le monde nous regarde. Nous allons accuser les Occidentaux, accuser les Russes ou les Chinois. Ils n'ont rien à foutre de vos accusations, de vos jérémiades. Ce qu'ils attendent de nous, c'est notre capacité à nous relever face aux défis, face aux chutes, à chaque situation douloureuse, que nous puissions avoir la capacité de la surmonter et de dire que nous sommes capables. Sommes-nous capables? Ça, il faudrait encore se poser la question. Et donc, rassurez-vous que nous allons revoir cette question les jours où la Providence va nous les permettre, mais également avec les concours de ceux qui sont aux commandes. Quand ils feront appel à nous, nous allons remettre cette question sur la table. Merci, M. Kassia Ejeriel. Aujourd'hui, si vous devenez président de la République démocratique du Congo, quels sont les 5 problèmes majeurs auxquels vous allez relever? C'est une question très dangereuse. En principe, c'est une question qu'on devrait poser au président Félix Tshisekedi. Vous êtes dans la politique. Mais vous avez un long chemin à faire. Comme vous la posez, vous pouvez aussi devenir président. Je vais oser répondre à cette question. En 2028, allez-y dire. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais 5 questions majeures ou 5 priorités. Il faudrait avoir une assiette culturelle, un soubassement culturel fort. Parce qu'une société s'est construite sur la pensée. Vous avez vu les modèles américains, les Bill of Rights. Ce qui a fait la force de la Constitution américaine, c'est la pensée de tous ces jeunes penseurs qui ont fait de Washington président et qui a construit la nation américaine. Vous avez vu la révolution bolchevique avec les Russes qui ont fait de Lénine président, dirigeant, et aujourd'hui Poutine est en train de dupliquer les mêmes modèles. Vous avez vu la révolution chinoise, ce qu'on a fait de Mao, et ce que Mao a laissé aujourd'hui, c'est ce que Xi Jinping est en train d'appliquer. Un soubassement culturel, l'identification des vrais Congolais. La question identitaire est devenue de plus en plus d'actualité. Créer une intégration nationale. C'est-à-dire, avant de penser à l'intégration africaine, avant de penser aux relations extérieures, la RDC doit avoir une politique publique qui crée un espace propice pour le développement, pour l'échange des biens et services, que celui qui est à Kinshasa ait la capacité de se déplacer et de se retrouver jusqu'à Goma sans difficulté, aller à Maïndombe, aller au Grand Équateur. Mais également, il faudrait convoquer les colloques de la pensée congolaise. Comment on peut construire tout ça? Je l'ai dit de manière très éparse, mais c'est ça les piliers. Le 4e, il faudrait qu'il y ait un colloque de la refondation de notre nation, de la redéfinition de ce que nous devons être. C'est-à-dire? Nous devons dire clairement quelles sont les valeurs de notre République, de notre nation. Nous devons dire quelle est la valeur juridique de la tribu face à la République.
face à un conflit interethnique, devrions stopper la machine institutionnelle ou que la République doit absorber les conflits tribaux, ethniques ou régionaux. Et en cinquième position, il faudrait que nous ayons une capacité de persuasion politique et de dissuasion sur le plan régional et international, puisque la RDC est prophétiquement le pays leader de l'Afrique, mais également la source de survie de la planète Terre. Il faudrait que les Congolais puissent entrer dans la dimension spirituelle, historique, culturelle, pour pouvoir redéfinir ces choses et faire de la République démocratique du Congo la locomotive du développement africain. Voilà un peu en 5 piliers la façon dont moi je pense. Et surtout, la question de l'identité en RDC doit être résolue. Nous avons failli tomber dans les pièges de l'ivoiriété avec les élections précédentes, les processus en cours. Quand on parlait d'identité, on a parlé des Zambiens, des Juifs et ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. L'ivoiriété a créé un problème. Et après cela, c'est cette situation, je pense que nous devrions marteler sur la question de l'identité en sensibilisant, en identifiant, en recensant tous les enfants congolais et cela pourrait nous garantir une sécurité. Donc, vous êtes d'accord avec l'idée de père et de mère? Oui, cette question, pour des raisons d'intégrité territoriale et de souveraineté, est une question importante. Néanmoins, on ne peut pas obliger quelqu'un de choisir la femme qu'il veut ou l'homme qu'il veut. Par ailleurs, la relativité juridique voudrait que chaque État puisse se rassurer de la loyauté de ses enfants, de ses citoyens. À la limite, si vous naissez d'un parent congolais et que cela est vérifiable, et de surcroît sur un territoire congolais, sur le territoire congolais, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne nous amène pas sur un terrain vague où on ne sait pas déterminer si vous êtes congolais ou pas, et si vous êtes né sur les sols congolais ou pas. Ça, on ne peut pas l'accepter parce que Obama, bien que né d'une mère américaine, a failli avoir des problèmes à cause de la couleur de sa peau. Je ne vais pas entrer dans des débats de xénophobie, de tribalisme, mais je pense que c'est important d'établir sur ces questions-là et de se définir en tant que nation et république qui se base sur des valeurs. En tout cas, je vous assure que cette vidéo, on va bien la garder, surtout par rapport aux 5 points que vous venez de citer, les jours que vous deviendrez président. Si vous n'assumez pas, on va vous balancer ça. Oui, parce que je vous ai dit que nous serons tous jugés devant les tribunaux de l'histoire et la sentence sera très forte. Exactement. Je ne voudrais pas aller en enfer, je ne voudrais pas subir le sort de la GN. Ok, vous êtes panafricaniste. Quelle est l'idée cachée derrière le panafricanisme? En tout cas, c'est les derniers points avec lesquels on va... Oui, je suis panafricaniste de la Renaissance. J'ai mes idées assez souples qui ne rencontrent pas forcément les idées de nos pères des indépendances. Et pour moi, aujourd'hui, l'Afrique doit entrer dans la communauté de vie et d'interdépendance mondiale en ayant quelque chose à offrir, en ayant un cahier des charges. Et cela doit commencer par l'unité africaine, par la construction d'une pensée collective africaine, par la construction des voies de prospérité et de réinvention africaines. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller à travers le monde, aller vers les autres avec un agenda assez solide. C'est ça notre pensée panafricaine. C'est une pensée qui ne veut pas dire que les Américains sont mauvais ou les Chinois sont mauvais. C'est une pensée qui va sur des possibilités de gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous mettez en place comme mécanisme pour réussir cette lutte? D'abord, parler et parler encore. C'est pourquoi moi, on peut tout me priver sauf mon droit de parler. Mon droit à l'expression, la liberté d'expression, elle est vraiment très, très importante pour moi. Je parlerai, je les dirai, je ne cesserai de les dire au président de la République tout d'abord, ainsi qu'aux autorités étatiques, pour que nous puissions revoir notre trajectoire et surtout que nous ne sommes que, comme je vous l'ai dit, à 36 ans du centenaire de l'indépendance de la RDC, il faudrait qu'on pense qu'est-ce que nous allons devenir dans 100 ans. C'est ça ma préoccupation majeure. Merci beaucoup d'avoir été le nôtre, Monsieur Kassia Gériel. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Vous avez un mot de la fin? Je pense qu'il est temps que les citoyens congolais, pour ne pas seulement parler des jeunes, que les peuples congolais arrêtent de fonctionner dans la passivité. Nous devrions tous être acteurs du changement, du progrès de notre
nation. Et nous devrions apprendre à nous supporter mutuellement. C'est une obligation. Les Congolais doivent apprendre à se supporter mutuellement pour construire des possibilités, pour créer des voies, des possibilités au cœur de l'Afrique. Et je pense bien que si nous le faisons, dans moins de 20 ans, nous serons une nation forte, avec une armée solide, et on va écraser tous les ennemis du développement africain, qui sont soit à l'est du pays, soit à l'ouest du pays. Et pour moi, j'ai fait un appel également au président de la République qui vient d'être réélu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de compter sur les intelligences congolaises et non pas de paupériser les intelligences congolaises. Mettez en valeur, faites la promotion de l'intelligence parce qu'une politique sans pensée n'a pas de survie. Merci, M. Kassia. C'est moi qui vous remercie. L'honneur a été pour moi d'être avec vous. C'est par ici que nous mettons un point final au rendez-vous de ce soir. Vous étiez nombreux à nous suivre, messieurs et dames. Merci de votre patience. Merci de votre soutien. Nous remercions la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Mali et toute l'Afrique en général. Je n'oublie pas toute l'équipe des Bissau Africa. En passant, je salue les CEO David Béa. Merci à vous tous et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.